Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo de notre série intitulée « La biologie moléculaire expliquée à ta grand-mère ». Je vous rappelle que l'objectif de cette série de vidéos, c'est d'expliquer dans des termes très simples pour le grand public des concepts de biologie moléculaire. Et comme pour toutes nos autres vidéos, nous allons laisser ouverts les commentaires YouTube, là en dessous, avec un système de modération. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les y poser, nous y répondrons. Et donc cette vidéo aujourd'hui fera suite à une première vidéo dans cette série qu'on avait postée il y a quelques mois et qui s'intitulait « Qu'est-ce que l'information génétique ?» Donc on avait vu dans cette vidéo, et je vous remets le lien là, on avait vu dans cette vidéo que l'information génétique c'est quelque chose qui contrôle une grande partie des caractéristiques biologiques des êtres vivants. Et cette chose-là, l'information génétique, se trouve matériellement sur l'ADN. Donc l'ADN c'est une molécule qu'on trouve dans les cellules. Et donc, c'est une succession de groupements d'atomes le long de la molécule d'ADN qu'on trouve dans nos cellules qui constitue l'information génétique. Donc je vous disais, ces groupements d'atomes sont de 4 sortes, adénine, cytosine, guanine et thymine, et on les identifie en général par leur initiale A, C, G et T. Et donc c'est cette succession de groupements chimiques A, C, G et T le long de la molécule d'ADN qui constitue une information. C'est pas la même chose d'avoir A, C, C, A ou A, G, T, A. Et donc maintenant, la question qu'on va poser dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment se fait-il que cette chose-là, qui est microscopique, l'identité de groupement d'atomes le long d'une molécule, comment est-ce que cette chose-là peut contrôler des caractéristiques macroscopiques à grande échelle, à l'échelle de l'organisme entier? Comment se fait-il que, en fonction de l'identité de ces groupements d'atomes le long de la molécule d'ADN, vous allez avoir une peau sombre ou foncée, vous allez avoir des yeux bleus, verts, marrons, etc. Comment se fait-il que des choses aussi petites que des atomes comme ça le long de la molécule d'ADN puissent contrôler des choses aussi grosses que les caractéristiques d'un individu entier? Alors pour ça, il faut commencer par se rappeler que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Une cellule, c'est un compartiment aqueux, donc essentiellement à base d'eau, limité par une membrane constituée essentiellement de matière grasse, ce qu'on appelle des lipides. C'est cette membrane lipidique qui constitue une barrière qui limite les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, puisque en général ce qui est soluble dans l'eau est assez mal soluble dans les matières grasses. Et donc ça garantit que l'intérieur d'une cellule a une composition à peu près définie, elle ne va pas s'homogénéiser avec l'extérieur de la cellule, puisque les échanges sont contrôlés. Chez de très nombreuses espèces, pas la totalité, mais chez par exemple tous les animaux, tous les végétaux, les champignons et beaucoup d'autres espèces, se trouve à l'intérieur des cellules un noyau qui est lui-même limité par une double membrane, ce qu'on appelle l'enveloppe nucléaire. Et chez ces espèces-là, celles qui ont un noyau, c'est dans le noyau que se trouve l'ADN. Chez les espèces qui n'ont pas de noyau, les différentes sortes de bactéries, leur ADN baigne directement dans le compartiment principal de la cellule. Alors, que retrouve-t-on comme constituants dans les cellules? Eh bien, on retrouve notamment des protéines. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les êtres vivants. Les protéines, c'est une famille de composés chimiques qui résultent de l'assemblage de certains types de constituants dont on reparlera un peu plus tard. Donc, des protéines, on peut en trouver en solution dans la cellule, donc dans le cytoplasme ou dans le noyau. On peut en retrouver également à l'intérieur des membranes. Donc là, ce sont des protéines qui ont une affinité pour les lipides. Donc on peut en trouver dans la membrane autour de la cellule, on peut aussi en retrouver dans l'enveloppe autour du noyau. On peut aussi trouver par exemple des protéines à la surface de l'ADN. Outre les protéines, on retrouve dans les cellules énormément d'autres composés. On peut citer notamment les glucides, c'est ce qu'on appelle la famille des sucres, que je représente ici en vert. On peut trouver des glucides soit à nouveau en solution dans la cellule, soit même des fois greffés à la surface des protéines. Donc outre ces composés chimiques dont on vient de parler, donc les lipides, l'ADN, les protéines, les glucides, on retrouve énormément d'autres types de constituants chimiques dans les cellules, donc par exemple des vitamines, des sels minéraux, etc. Énormément de choses qui peuvent soit baigner directement dans le milieu aqueux, soit faire partie de ces membranes lipidiques. Alors puisque les propriétés des cellules dépendent de leurs constituants, il faut se demander ce qui fabrique ces constituants chimiques. Eh bien, dans le monde vivant comme dans le monde inerte, ce sont des réactions chimiques qui produisent ces molécules. Je vous mets ici l'exemple d'une réaction chimique qui est très courante dans le monde vivant, c'est ce qu'on appelle la glycolyse. Alors la glycolyse, c'est une oxydation partielle du glucose en acide pyruvique, et à l'occasion de cette réaction, une partie de l'énergie chimique potentielle du glucose est transférée à d'autres molécules. C'est donc une conversion d'énergie chimique potentielle d'une forme à une autre, plus directement utilisable par la cellule. Parce qu'une grande partie des processus cellulaires qui utilisent de l'énergie utilisent la conversion d'adénosine triphosphate en adénosine diphosphate. Donc la glycolyse permet de restaurer le stock d'adénosine triphosphate en recyclant l'adénosine diphosphate. Mais en réalité, la glycolyse, ce n'est pas une réaction chimique unique, c'est une série de réactions. Les produits d'une réaction sont les réactifs de la réaction suivante. Donc on a comme ça une chaîne de réactions qui aboutit au bilan qui est représenté ici.
Alors qu'est-ce qui permet que ces réactifs bien précis réagissent entre eux d'une manière bien précise pour donner ces produits bien précis? Ce sont des enzymes. Des enzymes, c'est un exemple de ce qu'on appelle en chimie des catalyseurs, c'est-à-dire des composés qui ne sont pas consommés par la réaction chimique, mais qui sont nécessaires pour accélérer la réaction chimique et lui donner sa spécificité. C'est-à-dire qu'elles font réagir entre eux les composés de manière à donner un certain produit parmi tous les produits possibles que pourrait donner une certaine réaction chimique. Et finalement, ce sont les enzymes qui permettent à la cellule d'avoir une composition bien précise parce que si on laissait simplement réagir entre tous les réactifs qui se trouvent dans une cellule, on obtiendrait un espèce de mélange infâme où toutes les réactions auraient lieu en même temps. Là, les enzymes permettent d'orienter les réactions de certains réactifs vers certains produits bien spécifiques. Et donc finalement, ce sont les enzymes qui déterminent la composition chimique des cellules. Or, il se trouve que dans le monde vivant, la presque totalité des enzymes sont des protéines. Il y a quelques exceptions dont on reparlera un peu plus tard. Donc intéressons-nous maintenant à la synthèse des protéines, à ce qui permet à la cellule de produire ces protéines qui ont des activités bien spécifiques. Au départ, un segment de l'ADN est copié sous forme d'ARN. L'ARN, c'est chimiquement une molécule qui ressemble énormément à l'ADN, et notamment qui peut aussi porter une séquence de groupements chimiques. Simplement, la thymine est remplacée dans l'ARN par l'uracile. Donc la séquence de ACGT de l'ADN est copiée sous forme de ACGU sur l'ARN, donc les U remplaçant les T. Ensuite, la molécule d'ARN sert de matrice qui apporte l'information pour assembler pièce par pièce une protéine. La protéine, c'est un assemblage de composés chimiques qu'on appelle les acides aminés. On en trouve de façon native dans les protéines, on en trouve 20 différents. Donc en fait, les protéines, ce sont initialement des chaînes linéaires d'acides aminés pris parmi les 20 acides aminés possibles. La machinerie de synthèse des protéines lit la séquence de l'ARN et assemble les acides aminés en fonction de la séquence qu'elle a lue. Elle lit les positions de l'ARN 3 par 3, et à chaque triplet de position de l'ARN en ACGU correspond un et un seul acide aminé possible. Un petit point de vocabulaire, cette table de correspondance donc, entre les séquences d'ARN et les séquences de protéines, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Donc le code génétique, c'est cette espèce de table de codage, comme dans un code secret, à tel triplet de position de l'ARN correspond tel acide aminé. C'est important de signaler ça parce qu'il y a souvent une confusion sur ce que signifie le code génétique. Il y a beaucoup de gens qui estiment que le code génétique, c'est l'information génétique d'un individu. Non, non, pas du tout. Le code génétique, c'est la table de conversion du langage de l'ADN et de l'ARN vers le langage des protéines. On peut voir ça comme une traduction d'une langue dans une autre, comme un dictionnaire français-anglais par exemple. Et donc finalement, la nature de la protéine qui sera produite dépend de la séquence de l'ARN qui était initialement elle-même copiée à partir de la séquence de l'ADN. C'est ainsi que se trouvent dans la séquence de l'ADN les instructions qui permettent de fabriquer certaines protéines de nature bien précise et donc de propriétés biochimiques bien précises. C'est notamment comme ça que sont fabriquées les enzymes. L'information qui permet de produire les enzymes qui ont une telle importance dans la détermination de la composition des cellules, cette information se trouve ultimement dans l'ADN, puisque c'est dans l'ADN que se trouve l'information qui permet de produire les enzymes. Alors je vous disais tout à l'heure que la synthèse des protéines, c'est comme la traduction d'une langue dans une autre. C'est plus qu'une métaphore, parce que c'est vraiment le nom qui a été donné à ce processus, on appelle ça la traduction. La synthèse des protéines, c'est la traduction. Et donc à l'issue de la traduction, les protéines sous leur forme native, ce sont donc des chaînes linéaires d'acides aminés pris parmi les 20 acides aminés dont on a parlé. Il faut savoir que ça c'est la forme native, mais après il peut y avoir des maturations. Par exemple, il peut y avoir des embranchements qui viennent se rajouter sur la protéine. Donc finalement, la protéine finale, c'est plus une chaîne linéaire, mais c'est une chaîne branchée. Il peut y avoir aussi des modifications chimiques, ce qui fait que la protéine mature, c'est plus juste un assemblage de ces 20 acides aminés, mais il y a une plus grande diversité, une plus grande variété grâce à ces modifications chimiques. Il faut savoir également que dans certaines circonstances bien particulières, 2 autres acides aminés, en plus des 20 dont on a parlé, peuvent être incorporés dans les protéines en cours de traduction. Donc c'était un peu une simplification quand je vous disais tout à l'heure que la traduction, c'est l'assemblage de 20 acides aminés à partir de l'information dans l'ARN. En réalité, dans certaines circonstances bien spéciales, il peut y avoir 2 autres acides aminés qui peuvent être aussi incorporés dans les protéines sous leur forme native. Je vous disais tout à l'heure que certaines enzymes ne sont pas des protéines. En fait, les quelques exceptions qu'on connaît, ce sont des enzymes qui sont des ARN. C'est-à-dire que dans ce cas-là, pour ces quelques enzymes-là, l'ADN est d'abord copié sous forme d'ARN, mais le processus s'arrête là. Cet ARN n'est pas ensuite traduit en protéines, c'est l'ARN lui-même qui porte l'activité enzymatique. Alors un petit point de vocabulaire, ces ARN qui permettent comme ça d'instruire la machinerie de synthèse des protéines en leur donnant la séquence d'acides aminés à assembler, on appelle ça des ARN messagers. Vous voyez, c'est comme un messager entre l'ADN et la machinerie de synthèse des protéines. Il y a d'autres types d'ARN que les ARN messagers, donc des ARN qui ont d'autres fonctions dans la cellule. Notamment dans la machinerie de synthèse des protéines, il y a énormément d'ARN, qu'on appelle les ARN ribosomiques et les ARN de transfert, qui participent comme ça à l'assemblage des acides aminés à partir de la lecture de l'ARN messager.
Et il existe encore beaucoup d'autres types d'ARN qui ont d'autres fonctions dans la cellule, et notamment ces fameux ARN enzymatiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quelques ARN qui ont cette capacité de catalyser certaines réactions chimiques bien précises. Donc vous le voyez, parmi les différentes fonctions des ARN que je vous présente, je vous dis qu'il existe des ARN régulateurs. Il existe également des protéines régulatrices. Alors qu'est-ce qu'on appelle un régulateur en biologie moléculaire? Eh bien, c'est une molécule produite par la cellule, donc par exemple un ARN ou une protéine, qui vient affecter l'expression d'autres ARN ou d'autres protéines. Alors la production des ARN et des protéines contient plusieurs étapes et les régulateurs peuvent venir moduler une étape ou une autre. Par exemple, il existe des régulateurs qui viennent moduler l'étape de copie de l'ADN en ARN. D'autres régulateurs qui viennent affecter la traduction de l'ARN en protéines. Et il y a encore beaucoup d'autres modes d'action des régulateurs qui peuvent par exemple affecter la stabilité des ARN ou des protéines cibles. Ils peuvent aussi affecter l'activité des protéines. Et donc sous l'action des régulateurs, eh bien, l'expression de certaines protéines cibles ou de certains ARN cibles va être modulée. Donc l'expression de ces ARN ou de ces protéines va être allumée ou éteinte par exemple. Ou, parce que c'est rarement du tout ou rien, plus fréquemment les régulateurs vont venir moduler la quantité d'ARN ou de protéines cibles qui est produite. Donc par exemple, si le régulateur a une activité activatrice, eh bien, en sa présence, il y aura davantage des protéines cibles de produites ou davantage des ARN cibles. S'il a une activité répressive, au contraire, en sa présence, il y aura moins de protéines cibles de produites et moins d'ARN cibles de produits. Donc on commence à y voir un peu plus clair. Si l'ADN contrôle les propriétés de l'organisme, c'est parce qu'il contient l'information qui permet de fabriquer des enzymes dont l'activité déterminera la composition des cellules et donc leurs propriétés. Ça me donne d'ailleurs l'occasion de définir un peu plus précisément ce que c'est qu'un gène par rapport à ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. On avait dit que c'était une unité d'information qui contrôlait des caractères. En fait, plus précisément, ce qu'on appelle un gène, c'est une unité d'ADN, donc un segment d'ADN, qui permet l'expression d'une protéine donnée ou alors d'un ARN donné. Il y a encore des petites subtilités parce que bien souvent, pour un gène donné, en fait, il existe plusieurs formes différentes d'ARN qui peuvent être produites à partir de ce gène et donc à la fin, éventuellement plusieurs protéines différentes. Donc on considère en général que ce sont différentes isoformes de la même protéine et donc il s'agit d'un seul gène. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, chez la souris et chez l'homme, on dénombre environ 20 à 26 000 gènes codants. Donc les gènes codants, ce sont des gènes qui permettent la production de protéines. Pour avoir le nombre total de gènes, il faudrait encore ajouter le nombre de gènes non codants, donc ces fameux gènes qui font des ARN qui sont fonctionnels en tant que tels et qui ne sont pas traduits en protéines. Et là, les nombres ne sont pas super bien définis parce qu'en fait, il y a des régions entières du génome parfois qui sont exprimées sous forme de tout un répertoire de petits ARN non codants. C'est pas spécialement clair s'il faut compter que l'ensemble de cette région du génome est un seul gène ou si la région correspondant à chacun des petits ARN est un gène individuel, sachant qu'en fait, bien souvent, un seul de ces petits ARN n'est pas fonctionnel en tant que tel, c'est plutôt la masse qui fait une fonction. Donc voilà, sachez-le, pour les ARN non codants, pour les gènes non codants, le nombre de gènes n'est pas forcément très bien défini. Pour les gènes codants, c'est beaucoup plus facile à définir. Et donc voilà, chez la souris, chez l'homme, c'est environ 20 à 26 000 gènes codants identifiés. Chez le maïs, c'est de l'ordre de 34 000. Chez la drosophile, ce petit moucheron dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est plutôt de l'ordre de 14 000. Voilà, c'est le nombre de gènes qu'on a à peu près en général dans un être vivant, animal ou végétal. Parmi tous ces gènes, et notamment parmi toutes ces protéines qui sont produites à partir de ces gènes, on ne trouve pas que des enzymes. On trouve aussi par exemple des protéines régulatrices qui viennent allumer ou éteindre d'autres gènes, ce qui permet après d'obtenir d'une part des systèmes qui sont réactifs aux conditions, donc en fonction des conditions environnementales, certains gènes vont s'allumer ou s'éteindre, également en fonction de l'identité du type cellulaire. Certaines cellules dans l'organisme vont allumer ou éteindre un certain gène, ce qui vont leur donner une certaine caractéristique. Les neurones expriment des récepteurs qui les rendent sensibles à l'influx des autres neurones. Les cellules de la peau expriment les gènes de la kératine qui leur permettent de se gorger de kératine et donc de donner un rôle protecteur à la peau, etc. Chaque type cellulaire a son patron de gènes qu'il exprime ou qu'il réprime, ce qui permet après une division du travail entre les différentes cellules de l'organisme. Et maintenant qu'on a vu un peu tout ça, il faut aussi que je vous dévoile quelques secrets sur des choses que je vous ai présentées jusqu'ici et sur lesquelles j'étais passé un peu vite. Et notamment quand je vous disais que l'ADN était copié sous forme d'ARN, qu'ensuite l'information de l'ARN servait à fabriquer des protéines. Tout ça, ça se fait pas par magie bien entendu, et ce sont là encore des enzymes qui font tout ça. Donc les enzymes, qui sont issues de l'expression de certains gènes, après permettent tous ces processus cellulaires et notamment l'expression des gènes et notamment l'expression de leurs propres gènes. Alors évidemment, ça soulève de nouvelles questions, puisque je vous dis qu'il faut des enzymes pour exprimer les gènes qui permettront la production d'enzymes, c'est un peu le problème de la poule et l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a au départ pour permettre la production de ces premières enzymes? Eh bien, là, il faut bien voir que le point de départ, qu'est-ce que c'est? Par exemple, dans le développement d'un animal, c'est un œuf fécondé,
il faut bien voir que la mère dépose dans l'œuf un contenu, et notamment beaucoup de protéines, et parmi elles notamment des enzymes, qui permettront comme ça d'amorcer le système, et donc de permettre l'expression des gènes de l'œuf, et après c'est l'expression des gènes de l'œuf qui permettra de poursuivre le développement, et donc de prendre en charge la mise en place des systèmes cellulaires. Ça fait quand même que repousser le problème, puisque quand même il y a bien un moment, il y a très longtemps, le premier être vivant est apparu, et lui, il n'a pas eu de mère pour déposer dans l'œuf un contenu cellulaire, et notamment des enzymes qui permettent d'amorcer le système. Donc ça, c'est clairement le genre de choses dont il faudra qu'on parle dans une prochaine vidéo. Les problèmes d'évolution, l'apparition de la vie, et la complexification des systèmes de régulation. Donc ça, attendez-vous à voir une vidéo sortir là-dessus dans les mois qui arrivent. Et alors, pour conclure cette vidéo, j'aimerais donner un exemple, comme ça, qui part de l'ADN, du gène, pour aboutir jusqu'à quelque chose d'observable à l'échelle de l'organisme. Et pour ça, on va prendre un exemple dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente, cette histoire de la couleur de l'œil de la drosophile. Vous vous souvenez, ce moucheron, la drosophile, Drosophila melanogaster, des généticiens au début du XXe siècle, s'étaient aperçus qu'il y avait un gène qui contrôlait la couleur de l'œil de la drosophile. L'œil est habituellement rouge, mais une forme mutante de ce gène était inactive, et donc les yeux de ces drosophiles étaient blancs. Il s'était aperçu que ce gène était porté par le chromosome X. Donc là, à nouveau, je vous renvoie vers la vidéo précédente. Et alors, comment ça, est-ce que ça marche? Eh bien, c'est parce que les yeux des drosophiles sont colorés en rouge par un certain pigment. Ce pigment est fabriqué, bien sûr, par des enzymes qui utilisent un réactif pour produire le pigment. Mais ce réactif lui-même, il a d'abord besoin de rentrer dans les cellules avant d'être converti en pigment. Il se trouve qu'il existe des protéines transporteurs dans la membrane de ces cellules de l'œil de la drosophile, ces protéines qui permettent de faire importer le réactif qui donnera le pigment, de le faire importer à l'intérieur des cellules de l'œil. Eh bien, il se trouve que ce gène porté par le chromosome X, c'est le gène qui contrôle l'expression de ce fameux transporteur, cette protéine de la membrane de ces cellules. Donc maintenant, on comprend effectivement que si ce gène est muté, si le transporteur est non fonctionnel, alors le réactif ne peut plus entrer dans les cellules, et donc même si l'enzyme était là pour le convertir en pigment, de toute façon le pigment ne sera pas produit, et donc les yeux de ces drosophiles seront blancs. Et ce que je viens de vous dire là, pour la détermination de la couleur de l'œil de la drosophile, s'applique aussi à tous les êtres vivants. À chaque fois que le patrimoine génétique détermine des propriétés de l'organisme, c'est par l'intermédiaire de l'expression des gènes, sous forme de protéines ou sous forme d'ARN, dont l'activité biochimique va influencer les propriétés de la cellule et donc les propriétés de l'organisme en entier.